Le marché et la liberté et la confiance en la société et en l'individu, ça fonctionne beaucoup mieux que la planification et que le contrôle par l'État. En chinois, on appelle la France Fagot, le pays des lois. C'est-à-dire que notre réputation nous précède. Je préfère quelqu'un avec une tronçonneuse et une coupe de cheveux un peu audacieuse qu'un technocrate mollasson qui plonge la France dans le chaos, mais qui tient les bons discours moraux et qui a l'air d'être paré de toutes les vertus. L'examen du projet de loi Finances 2026 a repris jeudi dernier et le vote sur la partie recette aura lieu lundi prochain. Jusqu'à présent, beaucoup d'économistes, commentateurs et acteurs du monde économique parlent de matraquage fiscal en France. Quentin Auster est directeur adjoint et porte-voix du Parti libéral Nouvelle Énergie. Il nous fait part de sa vision du système économique français. Au stade des discussions, au moment où nous parlons, 53 milliards de prélèvements obligatoires supplémentaires, 20 milliards de dépenses publiques supplémentaires aussi, au moment même où on devrait encore plus se serrer la ceinture, faire encore plus d'économies, réformer réellement l'État. Les députés se sentent complètement relâchés au niveau de la dépense, au niveau de la taxation, et sont incapables de proposer autre chose que d'actionner ces deux leviers-là, alors que c'est ceux sur lesquels on devrait être le plus prudent. Comment expliquer le fait que très peu de politiques, aussi bien à gauche qu'à droite, contestent la fiscalité élevée en France? Je pense que c'est de l'attrait à la mentalité française, qui est vraiment imprégnée, comme l'appelle David Lisnard, de social-étatisme. C'est-à-dire que les politiques ont en France beaucoup de mal à, à appréhender l'action publique autrement que par trois leviers, je dirais. C'est la dépense, la taxe et la norme. Dès qu'il y a une émotion dans l'actualité, un fait divers, on va pondre une loi, alors que on sait très bien que en chinois, on appelle la France Fagot, le pays des lois. C'est-à-dire que notre réputation nous précède. Alors ce qu'il faudrait faire justement, c'est rechercher de la performance, comme savent faire tous les maires, tous les bons gestionnaires de collectivités, tous les bons gestionnaires d'entreprises. Mais les politiques français ont par l'histoire française, hein, qui est extrêmement liée à l'histoire de l'État, hein, puisque la France est un État-nation. Euh, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de facteurs culturels qui expliquent cela. Et aussi, il faut dire que l'offre politique actuelle, enfin actuelle et même telle qu'elle existe depuis une quarantaine d'années, c'est souvent borné à n'agir sur les problèmes de la France que par les trois leviers que j'évoquais. Et elle est assez pauvre du point de vue libéral, si vous voulez qu'on revienne à ce sujet-là. Le libéralisme en France, depuis Alain Madelin, qui a eu la destinée politique qu'on lui connaît malheureusement, indépendamment de ses qualités, les circonstances peuvent amener au contraire à démontrer les vertus du libéralisme, puisqu'il y a plein d'expériences libérales qui ont été menées dans l'histoire et dans le monde, y compris récemment, qui démontrent que réduire la voilure de l'État, ça permet au contraire d'augmenter ses marges de manœuvre régaliennes et ses capacités d'action. Et puis, avec David Lisnard, à Nouvelle Énergie, on essaie de porter une offre libérale qui est complètement absente du débat politique aujourd'hui, ou du moins sur laquelle essayer de se positionner de manière un peu cosmétique ou opportune, certains politiques qui étaient en mal de doctrine et qui auparavant n'avaient pas fait montre d'un très grand libéralisme économique notamment. Quentin Auster présente la vision du libéralisme que propose son parti politique. C'est un libéralisme avant tout économique, c'est-à-dire que pour que la France soit à nouveau prospère, et les Français aient à nouveau aient un meilleur pouvoir d'achat, se sentent mieux dans leur pays et que l'État soit plus efficace sur ses missions régaliennes, ce pourquoi il existe, eh bien, il va falloir réduire la voilure. Donc c'est de manière très concrète, nous on a un plan Nouvelle Énergie de réduction massive des dépenses publiques et de dérégulation. De manière très concrète, c'est donc supprimer tout un tas d'agences, d'opérateurs qui font doublon avec les collectivités, avec les ministères. Et puis après, il y a aussi une approche philosophique qui veut que l'État n'a pas à mettre sous tutelle toute la société. Ce n'est pas à l'État de nous dire j'éteins, je décale, je dois manger 5 fruits et légumes par jour, même si tout ça part d'une très bonne intention. Mais je voyais encore récemment que Gabriel Attal proposait dans le cadre des débats à l'Assemblée sur le budget
que chaque enfant à la naissance se voit verser 1 000 € par l'État pour commencer à se forger un capital. Sauf que ça répond à une conception, encore une fois, extrêmement étatiste de la société. Et on ne peut pas, surtout quand on a été un ministre de l'Intérieur avec des discours très martiaux comme lui, prôner la méritocratie, et dans un autre sens, donner un pécule à chaque individu, en dehors de toute méritocratie, pour se forger un capital, de surcroît avec l'argent des autres, avec l'argent qui n'existe pas, bien souvent, puisque c'est de l'emprunt, c'est de la dette. Et ce que Gabriel Attal dit, en voulant verser 1 000 €, ce qu'il oublie de dire, pardon, c'est qu'à la naissance, chaque individu a 43 000 € de dette sur les épaules, à cause justement de la gabegie de tous ces politiques qui utilisent l'argent des autres à très mauvais escient. Les Français sont-ils prêts à accepter un programme résolument libéral aujourd'hui? Comme je le disais, il y a des expériences qui nous montrent les vertus de ce programme libéral. Et alors dans le passé, vous avez eu Ronald Reagan aux États-Unis, Margaret Thatcher au Royaume-Uni, Gerhard Schröder en Allemagne, vous avez Jean Chrétien au Canada, vous avez des dirigeants dont le nom m'échappe dans les pays scandinaves qui ont réussi ça aussi de manière très efficace. Et la France est un peu un des rares pays de l'Occident à avoir raté ce virage libéral au tournant des années 80-90, là où tous les autres ont pris conscience que notamment leur démographie ne leur permettait pas d'avoir un système notamment de retraite extrêmement généreux, un État-providence extrêmement généreux. Et donc ce qu'on propose de faire à Nouvelle Énergie, c'est de débrancher cet État-providence qui est sous perfusion et qui est en réalité mort depuis longtemps et qui est insoutenable pour les finances publiques, et de le remplacer par un État-performance. C'est-à-dire, alors c'est peut-être pas extrêmement sexy comme approche électorale, et il va falloir trouver un moyen de bien la vendre, mais d'aller rechercher de la performance, de soulever le capot de l'État, regarder où est-ce qu'il y a des défaillances sur le moteur. Et c'est beaucoup de management interne à l'État, d'économie structurelle qu'il faut réaliser, qu'il faut arriver à faire. Ça, c'est sur la bureaucratie. Et d'un autre côté, puisque l'autre gros problème des comptes de l'État, c'est les comptes sociaux, qu'il va falloir faire une vraie réforme des retraites et revoir complètement le modèle social. Le président argentin Javier Milei est l'une des figures politiques les plus libérales du monde. Milei est-il une source d'inspiration pour Nouvelle Énergie? À l'évidence, et d'autant plus au vu de ses résultats, c'est une source d'inspiration, et ça devrait l'être pour tout le monde. Puisque en l'espace de maintenant un peu moins de 2 ans, je crois qu'il a été élu, plus de 4 millions d'Argentins sont sortis de la pauvreté, sont passés au-dessus du seuil de pauvreté. La croissance augmente, reprend, les investissements reprennent, l'inflation ralentit. Sur des mesures aussi banales et bêtes que la suppression de l'encadrement des loyers à Buenos Aires, vous voyez que que l'offre locative a explosé, que les loyers ont fortement diminué. Et en fait, ce qu'a fait Javier Milei, c'est démontrer que le marché et la liberté et la confiance en la société et en l'individu, ça fonctionne beaucoup mieux que la planification et que le contrôle par l'État. Et ça devrait être une leçon pour tout le monde, et a fortiori pour les socialistes français. Donc quand je dis socialiste, c'est le social-étatisme, c'est à peu près l'intégralité de la classe politique, malheureusement. Les médias présentent souvent Javier Milei comme une figure controversée et outrancière. Voici ce que pense M. Oster à ce sujet. Il ne faut pas se limiter aux outrances de Javier Milei, comme de Donald Trump, hein, qui d'un point de vue du respect, de faire tout un tas de considérations morales, peuvent heurter. Et ce qui compte vraiment, c'est les résultats qu'ont les politiques. Et je préfère quelqu'un avec une tronçonneuse et une coupe de cheveux un peu audacieuse qu'un technocrate mollasson qui plonge la France dans le chaos, mais qui tient les bons discours moraux et qui a l'air d'être paré de toutes les vertus. Quentin Oster revient sur l'échec du péronisme argentin qui a conduit à la récente victoire de Javier Milei. Le péronisme argentin, c'est un social-étatisme comme on connaît en France, mais puissance 10. C'est-à-dire que ce sont les mêmes mots, c'est-à-dire une suradministration, une surfiscalité, et d'autant plus que là-bas, il y a beaucoup de corruption qui s'ajoute à tout cela. Et donc, aux mêmes mots, il faut les mêmes remèdes. Et donc, je pense que les remèdes de Javier Milei ayant fonctionné, ou étant en train de résoudre la situation en Argentine, là, il faudra appliquer pour les mêmes en France, c'est-à-dire réduire considérablement la valeur de l'État, baisser les dépenses, baisser les prélèvements, et déréglementer massivement pour redonner plus d'oxygène à la société, à l'économie, et lui permettre par elle-même
de renouer avec la prospérité et de ne pas attendre de l'État-providence ou d'un État, «mou-mou», comme on l'appelle, qui nous sorte de cette situation.